Prophétie, prophétie, prophétie sur prophétique. Bienvenue dans sa sainte présence. Que la grâce, la paix, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées abondamment. Nous nous retrouvons en ce jour pour une prophétie annoncée par l'homme de Dieu, le frère Junior, sur la chaîne YouTube prophétique. Asseyez-vous confortablement. En ces derniers jours, les informations se succèdent à une vitesse impressionnante. Peu importe le continent que l'on regarde, les catastrophes naturelles semblent se multiplier. En Europe, une canicule historique frappe de nombreux pays. En France, d'immenses incendies ravagent des milliers d'hectares de forêt. Des villages sont évacués et des centaines de pompiers sont mobilisés. En Espagne, la chaleur dépasse les 40 degrés et plusieurs incendies meurtriers se déclarent. Au Portugal et en Grèce, des feux de forêt continuent de se propager, alimentés par la sécheresse et les vents. En Italie, plusieurs régions sont placées en alerte maximale face au risque d'incendie. En Belgique, le pays a connu une vague de chaleur exceptionnelle, mais l'Europe n'est pas la seule concernée. En Afrique, plusieurs pays sont frappés par des pluies diluviennes. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud ont connu des inondations qui ont fait des victimes, déplacé des milliers de personnes et détruit des habitations. En Asie, les catastrophes s'enchaînent également. La Chine fait face à des inondations majeures après des pluies torrentielles, tandis que des typhons puissants menacent ses côtes. L'Inde, le Pakistan, les Philippines, le Japon, la Corée du Sud connaissent eux aussi des inondations importantes. Aux Philippines, l'activité volcanique reste sous surveillance et plusieurs séismes ont également frappé la région ces dernières semaines. En Amérique, des événements extrêmes ne cessent eux aussi de se multiplier. Les États-Unis connaissent des inondations dans plusieurs États, tandis que certaines régions continuent d'être confrontées à des vagues de chaleur et à des incendies. En Équateur et au Guatemala, des pluies importantes ont provoqué des inondations. Le Venezuela a récemment été frappé par de très puissants séismes. En Océanie et dans le Pacifique, plusieurs cyclones tropicaux se sont formés au cours des dernières semaines, pendant que certains volcans du Pacifique restent très actifs. Pendant que certaines régions brûlent sous des chaleurs records, d'autres sont englouties par les feux. D'autres encore tremblent sous des séismes, voient des volcans entrer en activité ou sont frappés par des cyclones de plus en plus violents. Face à ces successions d'événements, une question mérite d'être posée. L'Esprit du Seigneur n'avait-il pas averti qu'il y aurait ces phénomènes surnaturels? En effet, l'homme de Dieu, le frère Junior, a prophétisé sur ces événements en ce début d'année sur la chaîne YouTube Bambaïba. Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. La prophétie a été relayée sur la plateforme prophétique. Asseyez-vous confortablement. Vous êtes sur Prophétique, la chaîne qui vous informe sur l'actualité prophétique de l'heure. Écoutons ensemble la prophétie, puis son accomplissement, et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Prophétie, prophétie, prophétie sur prophétique. Merci Père, merci Père. Vendredi 16 janvier 2026. Vendredi 16 janvier 2026. L'Esprit annonce des grands bouleversements dans le monde entier. En Asie, en Europe et même en Afrique, dans le continent américain. Exactement comme en fin 2023 et 2024, il avait annoncé beaucoup d'accidents d'avions, de catastrophes aériennes. Ainsi, le Saint-Esprit dit que la terre va vomir. La terre est fâchée et la terre va vomir ses habitants. Donc, des séismes sont déclarés sur la terre, des tremblements de terre, des volcans qui vont exploser ça et là, et des tsunamis qui vont entrer dans le continent. Des grandes catastrophes arrivent à cause du péché qui pèse sur les lieux de leurs habitants. Car
j'ai vu dans cette grande vision des animaux qui détectaient la présence des mouvements sismiques et qui fuyaient dans les montagnes. Et j'étais sur ces hautes montagnes, voyant ce qui est en train d'arriver. Alors le Saint-Esprit annonce des mouvements des plaques tectoniques, des mouvements des continents, des mouvements sur la terre, des montagnes qui vont vomir le feu, des laves qui vont couler dans les eaux, des lieux qui vont trembler, des villes qui vont s'affaisser, des grands ponts qui vont s'affaisser, l'eau qui va sortir et entrer dans le continent. Le Saint-Esprit appelle les tremblements de terre dans des zones diversifiées et diverses de la terre. Les grandes catastrophes arrivent et le Saint-Esprit dit, c'est l'un des grands signes que Jésus, notre Seigneur, avait dit, qu'il y aura des tremblements de terre en divers lieux. C'est le signe et la fin du moment. Alors, l'un des grandes caractéristiques de 2026 est suivant. Souvenez-vous, 2026 est suivant. Vous verrez des séismes, des volcans qui vont sortir et beaucoup de choses telles que les eaux qui vont entrer dans les villages, dans des villes. C'est vrai que vous voyez ces inondations, mais ça ira en croissance, en mode croissance cette fois-ci, dit l'Esprit de Dieu. Alors, intercesseurs, mettons-nous en prière. Prions pour ceux qui seront surpris quand ces choses arrivent la nuit. Prions pour ces peuples dans des villages qui seront isolés dans les montagnes, dans les coins, les bas-fonds du village, alors que les laves et les gaz sortent des montagnes. Prions pour ces villes qui seront inondées. Prions pour ces moments où les gens seront égarés. Prie des moments subits dans des antres, dans des arbres, de ces choses-là, de ces catastrophes que le Saint-Esprit annonce. Prions pour ce peuple. Prions. Prions. Demandons pardon, que le Seigneur allège ces moments et que le Saint-Esprit les soutienne et les amène à Christ Jésus. C'est le mouvement tectonique des plaques, le séisme, les tremblements de terre et les catastrophes aériennes, catastrophes naturelles. Et vous verrez, dans ces moments de catastrophes, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Et vous verrez, dans ces moments de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Et vous verrez, dans ces moments de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Et vous verrez, dans ces moments de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Prophecy, prophecy, prophecy. When God's servants speak forth, the wise listen. Deuteronomy 18:22. God is
is still saying something. Là, c'est l'Afrique, là. Parce qu'aujourd'hui, on fait 41. On n'est pas en Europe. Je suis désolée. Et pourtant, si, on est bien en France et même en Bretagne, à Rennes, où il a fait plus chaud qu'à Dakar, au Sénégal. Le constat est le même sur tout l'Hexagone. Bordeaux, c'est Bagdad. Paris, Dubaï. Toulouse, New Delhi. Partout en France, le thermomètre atteint des valeurs normales observées au mois de juin dans les villes considérées comme les plus chaudes au monde. Quand on regarde la carte du monde, la France, c'est vraiment, entre guillemets, le hotspot. C'est vraiment là où on a les températures qui sont les plus éloignées de ce qu'elles sont habituellement en moyenne à cette période de l'année pour une fin juin. Sur cette carte, on s'aperçoit que les températures du 24 juin en Europe de l'Ouest sont équivalentes à celles d'une partie du Sahara, du Maghreb ou encore de la péninsule arabique. Là, clairement, le pic de canicule n'est pas encore passé parce qu'il devrait être entre aujourd'hui et jeudi à l'échelle du pays, variable selon les régions. Donc le pire est à venir en termes de chaleur et le pire est à venir aussi en termes de ressenti et d'impact parce qu'on sait que ce sont quand les jours caniculaires se succèdent et s'enchaînent que nos organismes ont vraiment de plus en plus de mal à récupérer. Ce mardi 23 juin est officiellement devenue la journée la plus chaude jamais enregistrée par Météo France et le début des relevés en 1947. La température moyenne nationale a atteint 29,8 degrés, surpassant le précédent record de 29,47 en 2003. Un record qui peut encore être battu dans les prochains jours. Il fait chaud, hein. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où il fait plus chaud qu'en France, là. Genre le Sahara, quoi. Le météorologue du Washington Post a partagé cette image qui montre les endroits plus chauds que la France ce lundi 22 juin. 42 à 44 degrés dans des dizaines de départements, 470 records de chaleur battus en une seule journée, dont 118 records absolus selon Serge Zaka. Et le truc, c'est que les écoles et les hôpitaux ne sont pas du tout équipés pour faire face à ce type de chaleur. Du coup, les gens doivent s'adapter avec les moyens du bord, comme dans cet hôpital pour enfants à Tours, où un bébé de 2 mois ayant subi une opération du cœur se retrouve dans une chambre étouffante. Du coup, le gouvernement a sûrement mis en place un plan radical pour faire face à cette situation. 850 écoles et collèges ont été fermés lundi, et en Ile-de-France, Valérie Pécresse annonce 1 million d'euros pour 470 lycées. Un chercheur a calculé que ça faisait 53 € par salle, soit un ventilateur bas de gamme. Mais la réalité, c'est que ces mesures d'urgence ne suffisent pas, et qu'il aurait fallu agir depuis bien longtemps pour s'adapter à la hausse des températures. Selon la chercheuse Yamina Saeb, il s'agit d'un crime climatique de la part des États qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour faire face à la situation, et qui en sont totalement responsables. Et puis, il y a aussi les ouvriers du BTP qui coulent le goudron sous 43 degrés, des travailleurs en entrepôt qui portent des charges, des boulangers devant leur four. Aucune mesure d'arrêt de travail national n'a été décrétée, contrairement au Covid. On sait que la canicule touche surtout les plus vulnérables. Logements mal isolés, quartiers sans espace vert, les personnes à la rue, les personnes âgées, malades, enceintes. La surmortalité est 31% plus élevée dans les quartiers les plus pauvres. Les habitants des quartiers riches sont quant à eux 10 fois moins exposés au risque de chaleur extrême. La France se réchauffe plus vite que le reste du monde. On le sait, les experts le disent depuis des années, et apparemment, le choix qui est fait, c'est de laisser brûler. On est passé de 58 à 72 départements en rouge. Exactement. Nous allons pouvoir vous dévoiler d'ici quelques minutes la carte de cette vigilance exceptionnelle. Nous sommes au climax du nombre de départements en vigilance rouge. Cela signifie donc que, a priori, il n'y en aura pas de nouveau. Cette carte de vigilance météorologique va inclure dans les prochaines minutes tous les départements de l'Est de la France. Je vais donc vous les donner. Vous êtes en vigilance rouge si vous habitez désormais donc les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, le territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura et la Loire. À partir de demain, ces départements passent en vigilance rouge. Pourquoi ? Parce que la vague de chaleur arrive à peine sur l'Est du pays. Le pire est devant nous. Si vous habitez justement sur les régions de l'Est, on attend très localement entre jeudi, vendredi et peut-être samedi sur ces départements des pointes à 40 degrés, ce qu'ils n'ont pas encore connu. À l'inverse, par exemple, de la Nouvelle-Aquitaine ou même de l'Île-de-France, où nous relevons actuellement effectivement 40 degrés. Donc, vous l'avez dit, Pauline, cette carte compte désormais 72 départements en vigilance rouge, avec donc forcément, et cela inclut cette vigilance, eh bien, un impact sur les hôpitaux, notamment dans ces départements. Donc c'est tout l'Est de la France désormais qui passe également en rouge, mais 72 départements, ça veut dire que c'est quasiment la totalité de la France qui est vraiment en alerte maximale. Exactement, en fait vous allez vraiment découvrir cette carte, on va vous l'afficher dans les prochaines minutes. Pour faire simple, il n'y a plus que 7 départements qui ne sont pas en vigilance orange ou en vigilance rouge. Il s'agit des départements du pourtour méditerranéen. Tout le reste est confronté à une canicule extrême. Voilà ce que signifie le passage en vigilance rouge. Et vous découvrez donc effectivement à l'instant, donc sur BFM TV, cette carte avec, c'est tout simplement du jamais vu, mais en fait ce terme on vous le dit maintenant depuis 3 jours, mais là vraiment,
Les 3/4 du pays sont en alerte maximale pour des températures donc extrêmes avec 40, voire 42, 43 degrés en pointe attendus dans les prochains jours. Et Marc Hay nous rejoint également en plateau, chef du service météo de BFM TV. Donc cette carte effectivement du jamais vu, 72 départements en vigilance rouge. Faut rappeler aussi, Marc, ce que ça veut dire. Hein. On dit ce mot vigilance rouge. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des températures extrêmes auxquelles tous ces départements ne sont pas habitués. Absolument, voilà, donc des températures qui dépassent depuis maintenant plusieurs jours les 40 à 42, voire 43, 44 degrés dans les régions de l'Ouest et même en remontant jusqu'à la Bretagne, le centre. Pour la première fois de l'année, la barre des 40 degrés est franchie également dans les rues de la capitale. Il fait près de 41 degrés dans l'hypercentre. Et en effet, les départements du Nord-Est s'apprêtent à connaître des températures là aussi parfois proches de 38, 39, 40 degrés, surtout sur la durée, parce que cette vigilance canicule, elle est amenée à durer dans les régions de l'Est et du Sud-Est au moins jusqu'en début de semaine prochaine, donc alors que les températures actuellement dépassent localement les 43, 44 degrés dans de nombreuses régions. Il fait 43 degrés 6 actuellement à Hossegor dans le département des Landes et on pourrait, parce qu'il n'est que 16h03 et que ça peut encore chauffer jusqu'à 18h, 18h30, on pourrait localement approcher les 44, 45 degrés. Et à noter également que nous sommes actuellement à 174 records de chaleur battus ou égalés et que le ressenti par endroit approche les 45 à 48. Marc, l'épisode le plus sévère jamais connu à cette époque de l'année, ça on peut le confirmer? Oui, très clairement, cette vague de chaleur d'ampleur, cette canicule historique entre dans l'histoire. Déjà avant-hier, donc c'était la journée de lundi, journée de lundi la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de juin. Hier, donc nouveau record puisque la journée d'hier a été la plus chaude jamais enregistrée, tout mois confondu depuis le début des relevés en 1947. Et puis, on est en mesure de vous dire que pour l'instant, nous ne battons pas le record d'hier. L'indicateur thermique national est encore un petit peu inférieur à celui d'hier. Hier, on a eu une moyenne de 29 degrés 9 entre le matin et l'après-midi sur 30 stations de référence. On pourrait, d'ici ce soir, donc battre ce record, l'indicateur thermique national qui pourrait afficher 30 degrés, voire 30 degrés 1. Ça reste à confirmer. Ça n'est pas du tout encore donc validé. Tout va dépendre des températures au cours de ces 2 prochaines heures, mais en tout cas un indicateur thermique national qui atteindrait le palier de 30 degrés ou même davantage, ça serait tout simplement du jamais vu dans l'histoire de la météo française. Ilyes Gouil est avec nous, fondateur de Météo franc-comtoise, et météorologue indépendant. C'est tout simplement du jamais vu, 72 départements en rouge? Oui, tout à fait. 72 départements en vigilance rouge, c'est un record. On n'avait jamais eu autant de départements dans ce niveau d'alerte, notamment pour la canicule. Donc là, c'est plus des 2/3 de la France et ça va probablement se poursuivre, en tout cas jusqu'à au moins dimanche dans l'Est. L'Alsace, la Franche-Comté et la Loire pourraient connaître cet épisode de chaleur jusqu'à dimanche inclus. Ce sera vraiment la partie Est qui terminera cette vague de chaleur. On espère un retour à la normale pour lundi en tout cas. Donc c'est un épisode qui est le plus sévère que la France ait connu dans l'histoire et un épisode qui est extrêmement long. C'est ça aussi qui est très compliqué. Oui, tout à fait. La vigilance va couvrir de nombreuses journées. Pour rappel, la canicule de 2003 avait duré une douzaine de jours. Là, on sera entre 10 et 11 jours selon les régions. Donc, canicule exceptionnelle dans son intensité, mais aussi dans sa durée. Je rappelle que l'indicateur thermique dont on parlait juste avant a atteint des niveaux jamais observés tout simplement sur la journée d'hier. Ce sera encore plus haut aujourd'hui, avec probablement 30 degrés de moyenne entre matin et après-midi sur toute la France. Et donc, ouais, c'est effectivement un épisode de record. Donc 30 degrés de moyenne sur toute la France, ça veut dire que jamais il n'aura fait cette température moyenne en France? Oui, l'ancien record était d'environ 29,4 degrés. C'était en 2003, il a été quasiment égalé en 2019. Et puis là, on sera cette fois-ci à plus de 30 degrés de moyenne. Donc on voit qu'on bat ce record quasiment d'1 degré. On va revoir la carte de vigilance impressionnante, 72 départements en vigilance rouge. On va rappeler, Anthony Ferry, les températures les plus fortes, les plus extrêmes. On a franchi la barre des 40 degrés dans de très nombreux départements.
Exactement. Nous avons atteint par exemple 43 degrés du côté de la Vendée, mais aussi du côté des Landes, mais aussi du côté de la Charente. Mais surtout, le plus important, c'est que les plus fortes températures effectivement arrivent sur l'est du pays. La canicule n'est pas terminée, loin de là. D'autant plus que ces régions n'ont pas l'habitude de connaître de si fortes chaleurs. On prévoit des pics à 39-40 degrés à l'ombre par endroit. Donc effectivement, le pire est devant nous. Si vous habitez effectivement ces régions de l'Est, il y a les journées qui seront très chaudes, mais aussi les nuits. Il va falloir être très prudent. On vous retrouve en Franche-Comté, hein, Ilyes Gouil. C'est du jamais vu pour votre région, de si forte chaleur? Du jamais vu, non, on a connu pire au mois d'août, mais en tout cas pour un mois de juin, c'est bien un épisode qui est record, avec des valeurs qui approchent finalement celles de la canicule d'août 2003. On attend jusqu'à 41 degrés dans la plaine de Haute-Saône par exemple, la plaine du Jura, le Jura qui est réputé pour son froid. On a déjà 41 degrés au mois de juin, ça présage rien de bon pour la suite de l'été, puisqu'on est seulement au mois de juin, et puis il peut y avoir d'autres épisodes de chaleur extrême, bien comme en août. Marc, un mot aussi sur la région de la capitale, hein, où il va faire extrêmement chaud. Il fait déjà plus de 41 degrés, il va faire très chaud, ça va être compliqué cette nuit. En réalité, en fait, là, on entre dans le dur pour la région parisienne, puisque depuis le début je vois Magali Chalet qui lève un peu les yeux, mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est une région densément peuplée, très très urbanisée. Il y a beaucoup de bitume. Depuis maintenant 6 jours, hein, pendant 6 journées consécutives, on a dépassé les 35 degrés, donc ce qui est déjà en soi très élevé, mais là on entre dans le dur de cette canicule. Hein. On relève localement là sur l'Île-de-France 40, 41, presque 42 degrés. Donc on a franchi un nouveau palier cet après-midi. Et puis donc il est à nouveau prévu demain après-midi entre 40 et 42 degrés. Il fera tout aussi chaud vendredi avec sans doute des températures proches de 38 à 39 degrés. Ça devrait baisser très légèrement samedi, mais on est encore sur des valeurs proches de 35 à 36 degrés. Et puis surtout la nuit prochaine, au moment le plus frais de la nuit dans Paris Intramuros, il est prévu 27, 28 degrés. Hein. Donc c'est normalement la température observée en plein cœur de l'été l'après-midi. Hein. C'est-à-dire que au moment le plus frais de la nuit, nous allons avoir la température. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 27 degrés la nuit, c'est la température normalement le jour à 16, 16h30, 17h. Donc ça montre à quel point les températures s'annoncent étonnamment élevées donc au cours de ces prochains jours. Et à quel point on a besoin de climatisation, en tous les cas pour certains d'entre vous qui ont du mal à dormir. On en parlera dans un instant avec vous, Gilles Bourquin. J'en profite pour vous saluer, hein. Vous qui êtes président de Clim d'Anvers et entreprise spécialisée dans la climatisation de confort. On va évoquer aussi l'impact sur la santé avec vous, Magali Chalet, puisqu'il y a cet épisode inédit que l'on vit avec ces 72 départements, 3/4 de la France qui sont en rouge. Épisode inédit aussi pour le système de santé, hein, puisqu'il y a eu un pic de consultations aux urgences du jamais vu, tout simplement, en début de semaine en période de canicule. Exactement. Hein, selon Santé publique France, entre le 18 et le 21 juin, il y a eu entre 300 et 450 passages quotidiens aux urgences. Et rien que le 22 juin, lundi, il y a eu 650 passages aux urgences et 390 consultations SOS médecins, des chiffres qui dépassent les pics historiques qui ont été observés lors des étés caniculaires de 2019 et 2025. Avec comme principal motif de consultation les coups de chaleur, les hyperthermies. Donc toutes les classes d'âge sont concernées et en particulier les 15-44 ans. Autre chiffre important, les hospitalisations après passage aux urgences. Depuis le 18 juin, elles sont chaque jour entre 160 et 220 et 60% d'entre elles concernent les 75 ans et plus, ce qui illustre la gravité et la rapidité des effets de la chaleur sur la santé de la population. Et Magali, est-ce qu'il y a déjà une saturation du côté des hôpitaux ? Alors la ministre de la Santé a assuré ce matin qu'il n'y avait pas de saturation dans les hôpitaux, mais dans le détail, selon nos informations, on sait qu'au SAMU de Paris, il y a plus de 50% d'activité en plus sur la seule journée de lundi. Dans le Val d'Oise, c'est plus 46%, à Rennes, plus 40%, à Arras, plus 24% d'activité et à Bordeaux, plus 25%. Alors, ce que les médecins redoutent, c'est les prochains jours, les jours qui vont arriver, parce que l'effet de la chaleur est cumulatif et jour après jour, les organismes s'affaiblissent. Donc, il y a cet effet de la chaleur qui est retardé, en fait, sur les organismes. Et il y a aussi des décompensations des maladies chroniques et on craint aussi pour les personnes âgées qui sont seules chez elles sans surveillance. D'ailleurs, le patron de la PHP a lui aussi prévenu son personnel qu'ils allaient devoir faire face à une très forte pression dans les prochains jours, car il est prévisible que le nombre de personnes justifiant une hospitalisation se mette à augmenter fortement. Et puis, il y a aussi ce risque des noyades. On voit ces chiffres
absolument hallucinant hein, depuis le début de cette canicule. On est passé à 43 morts depuis le 18 juin. Exactement. Hier, un homme a été retrouvé noyé dans une rivière près de Briançon. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes et également des enfants hein, qu'on a retrouvés cette semaine. Hein. C'était aussi bien dans des piscines que dans des rivières ou encore dans cette rivière, je viens de le dire. Les autorités alertent donc sur ces zones de baignade qui sont interdites et sans surveillance. Elles alertent sur les risques. Ça peut être des risques de baïne, des risques de courant, des risques de trous d'eau ou encore tout ce qu'on ne voit pas au fond de l'eau et dont les gens ne se rendent pas compte. Hein. La ministre a aussi rappelé les consignes de sécurité et les gestes essentiels, comme le fait par exemple de rentrer progressivement dans l'eau pour éviter les chocs thermiques et l'hydrocution. Trop de baigneurs surestiment leur capacité. On appelle à la vigilance, évidemment, qu'on relaye ici sur BFM TV. Autre conséquence, cette fois sur l'électricité, sur le système électrique. Il y a eu une grosse panne dans le Finistère. 68 000 foyers privés d'électricité, privés de courant. Naoufel El Kawafi, c'est un incident dans un transformateur qui est en cause. Où on en est au moment où on se parle, où en sont les réparations? C'est en cours. À l'heure où on se parle, la société d'exploitation explique qu'il reste encore près de 40 000 foyers toujours privés d'électricité. Pour vous raconter où on est dans une ville du sud du Finistère, privée d'électricité hier depuis 21h. Ça commence tout doucement à revenir, mais il faut le dire, c'est la galère. Rendez-vous compte, à l'heure où on se parle, il fait dehors près de 40 degrés. À l'intérieur, c'est parfois pire. Donc pas d'électricité, ça veut dire pas de ventilo, pas de clim, pas de frigo pour se rafraîchir, notamment avec de l'eau un peu fraîche. On a croisé certains habitants qui étaient dans leur voiture, profiter de la clim ou en train de charger leur téléphone. Nuit extrêmement compliquée. On va rejoindre justement une habitante, Elisabeth. Racontez-nous. L'électricité est revenue, vous, il y a quelques instants, vous me disiez. C'est un soulagement parce que c'était une nuit catastrophique. Oui. Disons que quand il n'y a plus d'électricité, on se rend compte vraiment qu'on vit grâce à EDF. Hein. Parce que tout ce qu'on fait, la télévision, évidemment la lumière, Internet, le téléphone, tout dépend de ça. Et encore plus quand on est dans une situation de canicule, même pour se rafraîchir, c'était compliqué. C'est compliqué, d'autant qu'hier soir, il n'y avait pas d'eau non plus. Donc c'était une soirée un peu difficile. Comme il y a la canicule, tous les volets sont fermés. Donc évidemment, si on veut lire, au lieu de faire ce qu'on fait habituellement, on ne peut pas se mettre près d'une fenêtre parce que tous les volets sont fermés. Donc c'est un peu compliqué. Compliqué aussi pour le frigo, par exemple, qui est resté éteint pendant plusieurs heures. Là, en fait, ça fait donc depuis 21h hier soir. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui vont aller à la poubelle, aussi bien du réfrigérateur que du congélateur. Bon, merci beaucoup. Bon courage avec ces chaleurs qui vont se poursuivre d'ailleurs ces prochains jours. Les sociétés d'exploitation sont toujours sur le qui-vive pour tenter de régler les différents problèmes. Je vous le disais, à l'heure où on se parle, il y a toujours près de 40 000 foyers qui sont toujours privés d'électricité. Merci beaucoup à vous, Naoufel El Kawafi. Conséquence également pour la SNCF sur les trains. On va vous retrouver, Isor de la Gorge, du côté d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. Pas de train entre 10h et 18h dans la région Nouvelle-Aquitaine. Exactement, les voyageurs vont devoir s'adapter. Les trains TER sont supprimés entre 10h et 18h en région Aquitaine et ce jusqu'à vendredi inclus. Alors conséquence, à la gare d'Agen, des dizaines de voyageurs qui sont laissés sur le carreau. On va en discuter avec Simon. Vous, quel a été votre périple de la journée ? Notre périple, il est parti de Agen jusqu'à Narbonne, de Narbonne jusqu'à Agde. Et à Narbonne, on a dû s'arrêter parce que le train était supprimé. De Narbonne, on a fait Toulouse en TER. Et de Toulouse à Agen, on a fait TER et après mon papa vient me chercher à la gare d'Agen. Parce que votre trajet final a été à Bordeaux. J'ai jusqu'à Bordeaux normalement. Vous deviez prendre le train ? Le train jusqu'à Bordeaux de Agde. Et là, ça fait combien de temps que vous attendez ? Depuis 11h30. Enfin là, je suis ici depuis 16h, en gare d'Agen. Et le reste de la journée, on imagine que le transport, là, c'est compliqué, il fait chaud ? Ça va être en voiture. Donc les voitures disent qu'on va faire les bouchons. Donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, bon courage pour la suite de votre trajet. Et la SNCF précise que compte tenu de la fournaise, tout train est susceptible d'être annulé au dernier moment.
Août 2003, il fait chaud, trop chaud. La France suffoque à cause de la canicule. Pendant les 3 premières semaines d'août, les températures ne cessent d'augmenter jusqu'à atteindre un record de 44,1 degrés. Des patients majoritairement âgés affluent dans les services d'urgence des hôpitaux, déshydratés et en hyperthermie. Le personnel, débordé, manque de lits et de moyens pour rafraîchir les chambres et les patients. Les médecins pointent du doigt un décalage entre le personnel sur le terrain et les pouvoirs publics. En vacances, le gouvernement de droite de Jean-Pierre Raffarin tarde à réagir face à la situation de crise. Il faudra attendre 2 semaines pour qu'un plan d'urgence d'aide aux hôpitaux soit lancé pour gérer cette surmortalité. Pendant ce temps, les services de pompes funèbres se retrouvent débordés. 15 000 personnes meurent, en majorité des personnes âgées. 87% des victimes ont plus de 70 ans. À l'époque, ça crée une grosse prise de conscience sur la manière dont la société française s'occupe de ses aînés. Beaucoup des victimes étaient seules et isolées. La journée, moi j'évite de rester chez moi, il fait trop chaud, même avec le ventilateur ça suffit pas. Et là ça nous permet quand même de nous rafraîchir toute la journée quoi. Vis-à-vis de la canicule, j'en souffre beaucoup, mais c'est cool de pouvoir, comme aujourd'hui, pouvoir aller au canal Saint-Martin et se baigner. C'est difficilement vivable. Sur les logements à Paris, il n'y a pas forcément beaucoup d'immeubles ou de bâtiments qui sont assez faits pour ces chaleurs-là. Et je pense aussi qu'on n'est pas fait pour vivre ici à Paris sous 39 degrés. Donc ce que je dirais, ça serait de mettre un peu plus d'arbres et après d'essayer de trouver des zones de fraîcheur supplémentaires. Les quais de Seine, refuge de nombreux Parisiens et touristes pendant les fortes chaleurs. Paris a été placé en vigilance rouge canicule, tout comme plus d'une trentaine de départements français. Du canal Saint-Martin aux allées du Champ de Mars jusqu'au bord de Seine, chacun se débrouille pour trouver un peu de fraîcheur. On essaie de rester au frais un maximum de temps. On ne marche pas trop dehors, on prend le métro et on privilégie les lignes climatisées. C'est tranquille, il y a un peu d'air, un peu de vent. C'est vraiment le lieu où je me sens bien quand il fait beau, canicule ou pas. Et c'est bien un épisode caniculaire que la France traverse de nouveau depuis plusieurs jours, d'une intensité exceptionnelle selon l'Institut Météo France, qui prévoit des pics de température qui dépasseront les 40 degrés dans de nombreuses régions. D'autres pays européens sont frappés par cette vague de chaleur, de la Hongrie au Royaume-Uni, en passant par la Roumanie, l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse. Les températures extrêmes se poursuivront dans les prochains jours. La chaleur que nous subissons chaque été est clairement liée au changement climatique. Je viens des États-Unis et à mon avis, beaucoup de pays ne s'en inquiètent pas autant qu'ils le devraient. À Rome, la chaleur étouffante met à rude épreuve les touristes autour du Colisée. D'autres trouvent à quelques mètres de là un peu de répit, sous terre, dans les carrières du temple de Claude. Sachez qu'à l'intérieur de cette grotte, la température est de 17-18 degrés et qu'elle reste la même toute l'année. L'Espagne, elle aussi habituée aux fortes températures, ne sera pas épargnée. Une vague de chaleur extrême doit toucher la majeure partie du pays, ainsi que les îles Baléares à partir de ce dimanche. Une information qui nous est parvenue ce matin, une vingtaine de décès par noyade depuis le début du week-end. Boris Karlamov, c'est la ministre des Sports qui donne ce chiffre qui est assez exceptionnel. Oui, un chiffre dramatique. 20 personnes qui sont donc décédées par noyade depuis samedi dernier, le début de cette vague de chaleur en France. Rien que pour le week-end dernier, hier on vous communiquait ce chiffre, 13 personnes qui sont décédées par noyade. Des noyades qui sont intervenues, selon nos informations, de façon indistincte sur tout le territoire et dans tout type de lieu. Plusieurs personnes se sont ainsi noyées ce week-end dans des piscines privées, d'autres dans des lacs, des étangs ou encore des rivières. Un décès est à déplorer ce week-end dans la mer du Nord. À noter que la Seine-et-Marne est le département qui paye le plus lourd tribut, avec 3 décès par noyade durant ce week-end dans 3 lieux différents. Des noyades qui concernent tous les âges. Le plus jeune est un enfant de 3 ans retrouvé mort noyé dans une piscine privée. La personne la plus âgée avait 73 ans, là encore dans une piscine privée. Et puis il y a eu ce couple de septuagénaires qui a aussi trouvé la mort, tous les deux noyés dans la piscine d'un gîte qui louait dans la Drôme. Avec
tout de même, monsieur le ministre de l'Intérieur, un triste fléau sur les noyades, puisque le dernier chiffre qui vient de nous être remonté est 40 morts depuis le 18 juin, essentiellement des jeunes. Et donc j'aimerais qu'on revienne sur ce point parce que ce sont les premières victimes de la crise que nous connaissons, et donc je veux qu'on y rentre dans le détail. Je vous ai pris 3 valeurs les plus impressionnantes relevées hier dans l'ouest du pays. Vous avez la région de Rennes, vous avez également Caen et Cazaux. Ce sont des nouveaux records absolus. Autrement dit, sur ces 3 communes, du jamais vu depuis le début des relevés météo. Et je fais une comparaison, par exemple Rennes, 41,5 degrés, c'est la température moyenne au mois de juin que l'on relève à Dubaï. Les 40,8 degrés du côté de Caen, température moyenne à Doha au Qatar. 43 degrés de moyenne pour Cazaux, c'est ce qu'on a en moyenne en Irak en plein cœur de ce mois de juin. Vous voyez cette comparaison, elle est importante parce qu'elle nous montre à quel point les valeurs sont exceptionnelles, à quel point ça va être difficile. Une autre petite carte très brièvement pour vous montrer les valeurs maximales attendues aujourd'hui. On voit bien cette poche d'air chaud et même brûlant qui s'installe une nouvelle fois sur les régions de l'Ouest. Et vous voyez ce 40 degrés également probable aujourd'hui dans les rues de Paris. Bref, chaque jour devient une nouvelle journée historique en France. 42. Les prochains jours s'annoncent comme étant quasiment dans les 10 jours les plus chauds jamais observés à l'échelle du pays. La France a battu ce lundi son record de température pour le mois de juin et les températures resteront très élevées dans les prochains jours. Des records absolus de chaleur ont aussi été battus dans de nombreuses villes en France. La station de Bordeaux-Mérignac, par exemple, a battu son record absolu de chaleur, mais on a aussi également du côté de Poitiers, de Melle dans les Deux-Sèvres, également qui ont battu des records absolus de température. La nuit dernière était la nuit la plus chaude jamais observée pendant un mois de juin. On s'attend d'ailleurs, malheureusement, à voir les nuits prochaines être encore plus chaudes. Donc c'est aussi l'intensité de cette vague de chaleur qui est exceptionnelle, mais également la précocité, puisqu'elle a commencé avant même l'été calendaire et elle va se poursuivre a priori jusqu'à la fin de la semaine. Plus de 40 millions de Français habitent les 54 départements placés en vigilance rouge par Météo France. Les populations vulnérables sont particulièrement exposées. 2 enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts ce lundi dans la voiture familiale à Carpentras dans le Vaucluse. Dimanche, 3 personnes âgées sont décédées à leur domicile en Gironde en raison des fortes chaleurs selon la préfecture. C'est clairement une fenêtre ouverte sur ce qui nous attend dans le futur. Et dans la deuxième partie du siècle, avec des épisodes de forte chaleur et des vagues de chaleur qui seront très intenses, probablement de plus en plus précoces, mais aussi de plus en plus tardives. Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Cette dernière information qui est tombée il y a quelques minutes et qui concerne les noyades, parce que c'est un sujet évidemment très très important dont on vous parle depuis hier avec un bilan qui s'alourdit. Et parmi les victimes, Boris Karlamov, vous nous avez rejoint parce qu'on a appris qu'un joueur de football professionnel, un joueur de Ligue 2, était en état de mort cérébrale après une noyade hier dans le Rhône. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ce qui s'est passé ? Oui, les faits se sont déroulés aux alentours de 17h30 dans ce département du Rhône, à proximité de la commune de Caluire-et-Cuire. Un groupe de 3 amis décident d'aller nager dans le Rhône. Il y a donc ce joueur professionnel d'un club de Ligue 2. Il est accompagné par 2 de ses amis. Ils vont très rapidement se noyer. Les 2 amis ont été réanimés par les secours. Quant à ce joueur de Ligue 2 qui est âgé de 21 ans selon nos informations, il se trouve actuellement en mort cérébrale. Le procureur de Lyon confirme auprès de BFM TV qu'une enquête a été ouverte par le parquet, une enquête en recherche des causes de la mort.
mort. Pas plus d'informations concernant les circonstances. Visiblement, l'endroit où ce groupe de 3 amis s'est noyé est un endroit qui est propice entre guillemets aux noyades, qui est plutôt considéré comme un lieu dangereux. On sait qu'il faisait extrêmement chaud hier dans le Rhône, comme sur une bonne large partie du pays. Mais voilà, information principale. Donc il y a donc ce joueur professionnel de football qui a évolué en Ligue 2, qui se trouve actuellement en mort cérébrale. Oui, Ludovic Pingano, on va faire un bilan plus global avec Boris, mais le Rhône, c'est un fleuve où le courant est très très fort. C'est évidemment très très dangereux de se baigner dans ces conditions. Oui, c'est dangereux de se baigner dans ces conditions, c'est dangereux de se baigner dans ces endroits dangereux, et puis c'est dangereux de se baigner surtout quand on est en canicule. Il fait très chaud, il y a en plus des chocs thermiques, la différence de température entre l'air et l'eau favorise la noyade et donc le risque d'hydrocution. Il suffit qu'en plus on ait beaucoup mangé, il suffit qu'en plus on ait bu, et puis tout simplement ne pas savoir suffisamment nager, et puis voilà, c'est le drame. Et là, il y a une personne en état de mort cérébrale, on aurait pu en avoir 3, c'est-à-dire que les copains de ce footballeur qui sont allés le chercher, ils ont été récupérés, ils ont été réanimés presque par miracle. C'est ça. Et donc il faut savoir que c'est 1418 noyades recensées en France en 2025, 409 décès, dont 57 mineurs. C'est particulièrement dangereux, et notre attention doit être appelée en ce moment justement parce qu'il fait chaud, parce qu'on recherche du frais, parce qu'on a envie de se baigner, et pour le coup c'est quand même dommage, simplement parce qu'on veut avoir du frais, finalement de décéder. Alors au-delà de cette affaire qui concerne donc un joueur de foot professionnel, c'est vrai que le bilan d'une façon plus générale, il s'est alourdi, il était déjà dramatique hier avec 13, mais il s'est alourdi fortement. Absolument, Marina Ferrari, la ministre des Sports et de la Jeunesse, était l'invitée de nos confrères de France Inter ce matin, et elle a fait état d'une vingtaine de décès par noyade depuis le début du week-end, appelant ainsi à respecter les règles de sécurité. On va vous rappeler ce chiffre concernant juste samedi et dimanche. 13 personnes sont décédées par noyade, des noyades qui sont intervenues de façon indistincte sur l'ensemble du territoire et sur tout type de lieux. Plusieurs personnes se sont ainsi noyées dans des piscines privées, mais également dans des lacs, des étangs ou encore des rivières. Il y a un décès à déplorer en mer du côté du département du Nord. Et puis, c'est le département qui paye le plus lourd tribut depuis le début de cette vague de chaleur, la Seine-et-Marne, qui comptabilise juste pour samedi et dimanche 3 décès par noyade. Concernant les profils de toutes ces victimes, les noyades concernent tous les âges. Le plus jeune est un enfant de 3 ans retrouvé noyé dans une piscine privée. La personne la plus âgée avait 73 ans, là aussi dans une piscine privée. À noter qu'un couple de septuagénaires a également trouvé la mort, tous les deux noyés dans la piscine d'un gîte qui louait dans le département de la Drôme. Et puisque vous nous parlez des âges, c'est vrai, Margot de Froville, que dans ce qu'on vient de voir défiler là, on voit les âges, ce sont des gens qui sont jeunes, la vingtaine, la trentaine, ou bien des adolescents, et à cet âge-là, on se dit, il peut rien m'arriver. Complètement. Avec l'effet de groupe en plus, où on se dit, on va se baigner, c'est sympa, on est entre amis, on mesure pas du tout le risque. Et c'était ce qui s'était produit déjà l'année dernière quand il avait fait très chaud entre la fin juin et début juillet. 355 noyades, quasiment 110 décès à cette période-là, qui est une période où on le rappelle comme maintenant où les plans d'eau sont pas encore surveillés, où il n'y a pas des surveillances partout. Donc ça joue aussi, et on voit que les jeunes étaient particulièrement touchés l'an dernier à la même époque. Donc message d'alerte sur les adolescents. On peut dire aussi qu'il y a une fausse impression de sécurité sur les plans et les cours d'eau qui ont l'air tranquilles, sauf qu'on se méfie pas forcément des courants, des trous, et puis de la fatigue aussi qu'on emmagasine depuis plusieurs jours. Donc grosse méfiance. L'année dernière, on avait chez les enfants et les ados 33 décès dans des plans et des cours d'eau. L'an dernier, c'est contre 20 l'année précédente. On avait vu déjà une augmentation. Et puis surveiller les enfants dans les piscines. Un enfant dans l'eau, c'est un adulte qui surveille. Ça, exactement. Même s'il y a des manchons, même s'il y a toutes les sécurités possibles. C'est toujours l'histoire, quand on est nombreux, on se dit tout le monde jette un œil, il n'y a rien de pire. Les drames arrivent à une vitesse folle. Ludovic Pingano. Oui, peut-être un conseil à donner aux maires, parce que mettre des panneaux baignade interdite. Aux maires MAIRES. Ah oui, pardon, MAIRES. Les maires des communes. Aux maires des communes. Dans le cadre de leur plan communaux de sauvegarde, ils ont des mesures à prendre, notamment en période de canicule. Alors on leur dit d'identifier des endroits pour que les personnes vulnérables puissent être mises au frais, etc. Ben, parmi les mesures qu'on pourrait prendre et qu'ils pourraient prendre, c'est effectivement identifier des points d'eau dans lesquels les gens pourraient se baigner en toute sécurité et mettre pendant les heures d'ouverture une surveillance à un maître nageur sauveteur ou un nageur sauveteur, tout simplement pour pouvoir intervenir au cas où. C'est pas grand-chose, mais ça pourrait éviter justement des drames comme on vient d'en parler. Le préfet de police de Paris est en train de s'exprimer. Comme vous le savez, un épisode caniculaire sévit
sur Paris et une bonne partie de la France depuis dimanche. C'est un épisode extrêmement important, avec des températures extrêmement importantes, voire jamais vues, et qui surtout s'est installé dans la durée. La preuve et les conséquences sont que le Premier ministre a choisi de déclencher le plan Orsan 3 ce midi. S'agissant de la situation parisienne, et une petite couronne, voire grande couronne également, la situation évidemment est inquiétante parce que ces températures extrêmement importantes qui sont accentuées par la réverbération évidemment d'une situation totalement minérale conduisent à ce que le nombre d'interventions, notamment de la BSPP, ait été multiplié par 2. Une journée normale, c'est environ 1250 interventions et aujourd'hui on dépasse les 2500. Et je veux rendre hommage à l'ensemble des sapeurs, l'ensemble de celles et ceux qui interviennent au quotidien parce que si la population a chaud, les pompiers, évidemment, avec leur équipement, avec évidemment les malades, en tout cas toutes celles et ceux qui viennent secourir, eh bien c'est une charge supplémentaire et dans des conditions extrêmement difficiles. Donc je voulais vraiment leur rendre hommage. Donc multiplication par 2 du nombre d'interventions, c'est aussi la moitié, l'augmentation de moins 50% du nombre d'appels au 18. Et donc vous voyez que la pression monte. Si la pression monte, si le nombre d'interventions augmente, cela veut dire aussi que le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter. Et aujourd'hui, nous arrivons à une situation de saturation de la capacité d'absorption par le dispositif hospitalier. Il n'est pas dépassé, il est simplement saturé. Il n'est pas dépassé pourquoi? Mais parce que l'ensemble, évidemment, des ministères, le ministère de l'Intérieur, avec le ministre de l'Intérieur qui d'ailleurs était en CIC il y a peu, le ministère de la Santé, l'ARS d'Île-de-France, que je salue pour son travail exemplaire et main dans la main avec l'ensemble des autres services de la préfecture de police, de la BSPP notamment, ont anticipé, ont travaillé et ont permis que l'ensemble des moyens, des volumes de moyens soient adaptés à la crise. Donc il y a eu une montée en puissance progressive de l'ensemble des moyens dédiés à la gestion de la crise et au secours à personne. Donc vous voyez que la crise a été anticipée, nous l'avons accompagnée, mais aujourd'hui, nous avons un système qui arrive en saturation. Et en fait, mon travail, mon devoir, c'est de faire en sorte que le dispositif, à la fois de secours et de prise en charge hospitalière, ne soit pas embolisé. Ce qui sera dramatique puisqu'il conduirait à ce qu'il y ait des suraccidents, voire des morts par incapacité de prendre en charge. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et mon devoir, c'est de faire en sorte, par différents dispositifs, par une prévention, par un accompagnement de certaines populations, de faire en sorte que la pression baisse et en tout cas que nous n'allons pas vers des suraccidents. Alors c'est quoi? C'est par exemple un arrêté préfectoral que je publierai ce soir qui interdit la prise d'alcool sur la voie publique à compter de demain midi. Parce que vous savez que l'alcool en plein soleil, évidemment, ça a des effets dévastateurs qui conduisent à ce que nos pompiers et le SAMU soient embarqués, soient sollicités, alors que même que d'autres populations pourraient en avoir besoin. Ce sera aussi un arrêté préfectoral qui interdira la vente d'alcool à compter de 18 heures, là aussi pour éviter que certaines personnes voulant étancher leur soif du fait des grandes chaleurs l'étanchent avec des produits alcoolisés qui conduiraient aux mêmes effets. Mais c'est aussi par un dialogue permanent avec à la fois les associations qui veulent organiser des manifestations sportives, festives, mais aussi les élus, qui ont d'ailleurs ultra majoritairement annulé d'eux-mêmes nombre de prestations qui, évidemment, si elles avaient été organisées, conduiraient également à accroître la charge de travail et participer à l'embolisation que nous voulons éviter. Évidemment, vous allez probablement poser la question de savoir si la marche des libertés, si Solidaise sera maintenue ou pas. Une CIC est en cours. Je ferai un point à l'issue de cette interview pour voir quelles sont les meilleures solutions pour apporter une réponse qui permette au collectif de surmonter cette vague de chaleur qui s'est installée. Évidemment, des solutions peuvent être regrettables, mais il ne faut pas surtout devoir les regretter. Et donc ma main ne tremblera pas lorsqu'il faudra choisir et décider. Voilà ce que je voulais vous dire. Question, vous parlez de ces événements-là. Est-ce qu'une annulation donc, de la marche des fiertés est aussi possiblement envisagée? Elle est envisageable, elle est envisagée, elle est possible, elle n'est pas encore décidée. De ce qu'on sait des derniers chiffres, c'était 25 arrêts cardiaques. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis le début d'après-midi?
Alors écoutez, les pathologies sont nombreuses, elles sont plus nombreuses que d'habitude, dans des proportions assez importantes. Pour autant, je ne suis pas médecin. Et en fait, c'est au réseau sanitaire de vous dire quels sont à la fois les chiffres et les raisons. Mais aujourd'hui, nous, la BSPP, l'ensemble des personnes de la BSPP relèvent des blessés, relèvent des personnes qui ont besoin de secours, les rafraîchissent dans des baignoires qui nécessitent de la glace pendant un temps certain. Et donc, leur travail, il est là, les conduire ensuite à l'hôpital. Mais moi, vous dire exactement combien il y en a, ce n'est pas de ma compétence. Et je pense que ça n'a pas grande importance aujourd'hui, si ce n'est que le volume ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'il y a à Paris des secteurs peut-être un peu plus critiques que d'autres, notamment en termes de volume d'intervention, ou c'est réparti, on va dire... C'est l'agilité de la préfecture de police et de la BSPP qui fait qu'en fait, il n'y a pas de secteur plus embolisé que les autres. Non, en fait, les moyens sont prépositionnés, les moyens sont là, la cartographie des casernes de pompiers est parfaitement établie et depuis des années. Et quand il faut corriger, il faut corriger. Et je veux rendre hommage et remercier également l'ensemble des associations de sécurité civile agréées qui viennent compléter le dispositif de la BSPP et qui participent avec le SAMU à apporter une réponse globale sur l'ensemble du territoire parisien, de la Petite Couronne et comme de Paris-Centre. Quel message vous souhaiteriez adresser aux Parisiens au vu des conditions qu'il y a actuellement? Un message de responsabilité individuelle et collective. Tout ce qui peut être évité doit être évité. Parce que chaque fois que vous prenez un risque, chaque fois que vous tentez quelque chose qui pourrait être évité, eh bien en fait c'est un risque que vous faites courir à quelqu'un d'autre. Alors quelqu'un que vous connaissez peut-être pas, mais peut-être à vos parents, peut-être à votre frère, à votre sœur ou à vos enfants. Parce que si vous embolisez un système, si vous participez à son embolisation, alors même qu'un enfant pourrait avoir un accident qui n'est pas lié à la chaleur, eh bien peut-être que si le système est embolisé, nous ne pourrions pas évidemment lui porter secours. Et ça, nous souhaitons l'éviter. Et c'est pour ça que nous anticipons. Et c'est pour ça que le dispositif est en place. Il est solide, il est robuste, mais ce message vise à sensibiliser et responsabiliser l'ensemble de celles et ceux qui sont sur la plaque parisienne. Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Oui, ce qu'on peut vous dire, c'est que les faits se sont déroulés ce lundi en début d'après-midi, peu après 13h, donc à Carpentras, dans le quartier du Bois de Lubac. 2 enfants âgés de 2 et 4 ans ont été retrouvés inanimés dans la voiture familiale, voiture qui était garée dans le garage situé juste devant la maison, qui se situe dans cette avenue que vous pouvez voir sur les images donc de Victor Labbé. Malgré l'intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation, les 2 enfants n'ont pas pu être sauvés et sont décédés. D'après les premières informations, les enfants se seraient retrouvés enfermés dans le véhicule en pleine canicule au retour de leur course. Et la procureure de Carpentras s'est exprimée et a indiqué que les causes de la mort sont encore à déterminer, mais la piste de la canicule est privilégiée. Merci beaucoup à vous, Anne Boisiz, en direct donc de Carpentras. Vincent Van Tighem, ce sont donc les pompiers qui ont été alertés par les services d'urgence qui ont découvert ces 2 enfants. Oui, visiblement par la personne de cette famille qui avait la charge de ces 2 enfants de 2 et 4 ans, puisqu'ils sont de la même fratrie, il faut bien le préciser, et ça rend les faits encore plus dramatiques, qui se sont produits, on l'a dit, vers 13h10. On est là à l'ouest de Carpentras, une zone évidemment où il fait chaud comme sur l'ensemble de la France. Visiblement, selon les premiers éléments, en fait, cette personne de la famille est allée faire des courses avec les 2 enfants dans le véhicule, et on ignore si au moment de rentrer à son domicile, au moment de garer la voiture dans le parking, elle a oublié les 2 bambins dans ce véhicule, ou si a posteriori ils sont retournés dedans pour jouer ou se cacher. Toujours est-il que cette personne a alerté les secours un peu avant 13h. À 13h10, les pompiers sont intervenus. Les 2 enfants de 2 et 4 ans étaient alors en arrêt cardio-respiratoire et malheureusement ils n'ont pas survécu. On doit déplorer leur décès. Une cellule psychologique est évidemment mise en place sur le domicile pour prendre en charge les proches de ces 2 enfants. Et on l'a dit, le parquet de Carpentras a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, quelque chose de classique, même si évidemment la piste de la canicule est privilégiée à ce stade. Nous sommes avec Patrick Chavada, pompier de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On n'a pas toutes les informations, tous les détails malheureusement sur ce qui s'est passé, mais en tous les cas, quelques minutes suffisent dans une voiture en plein soleil, d'autant plus en pleine canicule, pour malheureusement que ça soit fatal. Oui, effectivement. Même si le véhicule est garé à l'ombre, parce que j'ai entendu sur vos zones que le véhicule est dans un parking, l'atmosphère est tellement surchauffée en ce moment que même dans un véhicule qui va être à l'ombre, il fait une température extrême dans le véhicule. Et effectivement, alors que ce soit des enfants, mais ça peut être une personne âgée aussi qui va rester dans un véhicule,
au bout d'un certain temps très rapide, va se mettre en place ce qu'on appelle l'hyperthermie maligne qui va faire que le corps va s'emballer. La personne va être dans une atmosphère surchauffée. Pas de possibilité de se retirer de cet endroit, pas de possibilité de s'hydrater. Et très rapidement, la personne va perdre connaissance. Marc, juste un mot sur ce drame. Vous nous disiez sur les températures justement qu'il peut faire dans une voiture qui est garée notamment en plein soleil. Oui, voilà, une voiture garée en plein soleil, par exemple 35 degrés, ça c'est la température sous abri, mais lorsque la voiture est en plein soleil, au bout de 10 minutes, à l'intérieur de l'habitacle, la température peut atteindre les 45 à 50 degrés. Et au bout de 30 minutes, il peut faire 55 à 60 degrés dans l'intérieur du véhicule, d'où bien sûr l'importance d'être très vigilant par rapport à ça, parce que ça peut chauffer extrêmement vite à l'intérieur de l'habitacle. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Patrick Chavada? On essaie d'informer très régulièrement, notamment dans les médias, sur BFM TV, sur ce risque et ces drames, ce type de drame. Ça arrive encore trop souvent? Ça arrive de temps en temps, je ne dirais pas trop souvent, mais ça arrive. On a des cas toutes les années. On a, je pense, une dizaine de cas par an en France, mais pas qu'en France, à l'étranger également, sur ces situations-là. Il faut vraiment que les gens soient un petit peu comme les piscines. Il faut être très vigilant, il ne faut pas hésiter à se mettre des rappels sur le téléphone. Quand on quitte le véhicule, à bien regarder derrière si on n'a pas oublié justement un enfant. Pas hésiter à le dire à la famille, aux grands-parents, aux gens qui s'occupent des gamins, de faire très attention. C'est hyper important. Il faut organiser un système de rappel qui va permettre justement d'éviter ces malheureux accidents. Sur la planète en ce moment, en gros, la France hexagonale, c'est vraiment l'endroit où il ne faut pas habiter. Est-ce que la canicule va durer encore longtemps ? En France, mardi 23 juin, c'était la journée la plus chaude jamais mesurée par Météo France. Les météorologues ont additionné les températures dans de nombreuses villes, puis ont calculé la moyenne des températures dans le pays. Elle a atteint 29,8 degrés le 23 juin 2026 et ça n'a jamais été aussi haut. Dans des centaines de villes, des records de chaleur ont été battus, comme à Bordeaux 42,5 degrés, à Angers 41,6 ou à Caen avec 40,8 degrés. La chaîne météo le dit, toute la planète a moins chaud que nous, sauf le Grand Canyon aux US, le Moyen-Orient et le désert du Sahara. Avec en plus une différence, c'est que nous on a un taux d'humidité légèrement plus élevé, ce qui fait que ça rend la chaleur encore plus difficile à supporter en France, parce que on n'est pas habitué. Et la question que tout le monde se pose, c'est jusqu'à quand? On en a parlé avec Sébastien Thomas, journaliste météo à France Télévisions. Cette canicule, en fait, elle se poursuit depuis lundi à des niveaux de température très élevés. Ça va continuer au moins jusqu'à jeudi, vendredi. La vraie pause dans cette chaleur, faudra l'attendre pour dimanche, parce qu'on va avoir des orages qui vont arriver, ce qui fait que le thermomètre va baisser un peu partout, mais rester quand même à des niveaux plus élevés que la normale de saison.
Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu.
des maisons qui disparaissent sous l'eau, des familles qui perdent tout. Pourtant, les inondations que nous constatons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest ne sont pas causées uniquement par la pluie. Je répète, ne sont pas uniquement causées par la pluie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'autres causes qui sont à la base des inondations que nous constatons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, au Bénin et j'en passe. Je vais te poser cette question. Si tu as bien regardé cette vidéo, quelle est la mesure que toi, tu dois prendre immédiatement à ton niveau pour lutter à ton petit niveau efficacement contre les inondations? Je vais donner 10 différents arbres fruitiers à la bonne réponse, peu importe ton pays, et je paye les frais de livraison. On y va dans le vif de cette vidéo. Chaque année, des maisons sont détruites, des vies sont perdues et des milliards de francs disparaissent sous les eaux. Pourtant, les inondations ne sont pas une fatalité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les vraies causes des inondations et surtout comment les éviter. Qu'est-ce qu'une inondation? Une inondation, c'est une montée anormale des eaux qui recouvre des zones normalement sèches. Elle peut être causée par de fortes pluies, le débordement d'un cours d'eau, une remontée des eaux ou une mauvaise évacuation des eaux pluviales. Voilà les principales causes des inondations. Première cause, les fortes pluies. Lorsque la pluie tombe plus vite que le sol ne peut l'absorber ou que les caniveaux ne peuvent l'évacuer, l'eau s'accumule rapidement. Le cas du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays de l'Afrique. Deuxième cause, la déforestation. Les arbres jouent un rôle essentiel. Leurs racines absorbent une partie de l'eau et stabilisent le sol. Quand on coupe les arbres, l'eau ruisselle beaucoup plus vite et favorise les inondations. Ceux qui n'aiment pas planter des arbres chez vous, vous voyez maintenant ce que vous faites à l'environnement. Vous êtes la véritable source de votre propre malheur. Troisième cause, l'urbanisation anarchique. Construire sur les bas-fonds, les zones inondables ou les anciens lits de rivières augmentent fortement le risque d'inondation. Et vous allez voir, la plupart des cas d'inondation que vous avez aujourd'hui, c'est des zones où, soit c'est des zones de bas-fond, où les gens ont construit sur la voie de l'eau, où les gens ne respectent pas les normes d'urbanisation, c'est l'urbanisation anarchique. Quatrième raison, les caniveaux bouchés. Les déchets plastiques, les sachets et les ordures empêchent l'eau de circuler correctement. Cinquième raison, l'imperméabilisation des sols. Le béton, le goudron et les pavés empêchent l'eau de s'infiltrer dans le sol. Toute l'eau ruisselle vers les points bas. Et c'est ce que vous devez savoir. En Afrique, on construit des routes, c'est bien. Mais il faudrait qu'on prépare des zones pour drainer cette eau-là, pour les stocker et même les destiner à l'agriculture. Sixième raison, et on n'y peut rien, le changement climatique. Le réchauffement climatique augmente la fréquence et l'intensité des pluies extrêmes dans de nombreuses régions. Comment éviter les inondations? Il faut planter davantage d'arbres. Première solution. Je répète, planter davantage d'arbres. Les arbres ralentissent le ruissellement, favorisent l'infiltration de l'eau et réduisent l'érosion. Tu veux planter d'arbres, contacte-moi. Il faut entretenir régulièrement les caniveaux. Ne jamais jeter les déchets dans les caniveaux ou les rivières. Il faut construire en dehors des zones inondables. Oui. Créer des bassins de rétention. Ces bassins permettent de stocker temporairement les eaux de pluie avant leur évacuation. Il faut développer des surfaces perméables, c'est-à-dire utiliser des pavés drainants, préserver des espaces verts et limiter les surfaces entièrement bétonnées. Aujourd'hui, avec les technologies, on a des pavés perméables, oui, qui laissent infiltrer l'eau. Il faut restaurer les zones humides. Les marécages et les plaines inondables jouent un rôle d'éponge naturelle. Il faut sensibiliser la population à cela. Une bonne partie des inondations urbaines pourrait être réduite grâce à de meilleurs comportements. Les amis, voilà ce qu'il faut savoir sur l'inondation. Les inondations ne sont pas seulement un problème de météo, elles sont aussi le résultat de nos choix d'aménagement, de nos manières de construire et de protéger ou non notre environnement. Si chacun fait sa part,
des autorités aux citoyens, nous pouvons réduire considérablement leurs conséquences. Si vous décidez immédiatement de mettre des arbres dans votre maison, cliquez sur notre profil Agriculteur Moderne et partagez ce message autour de vous pour faire grossir la communauté. On est ensemble. Bra! Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Attention aux serpents. Dans le sud de la Chine, près de 900 reptiles se sont échappés d'un élevage après le passage du typhon Meisak. Ce dernier a provoqué de graves inondations meurtrières. On compte déjà plusieurs dizaines de morts et des disparus. À cause des intempéries, plusieurs structures se sont retrouvées sous les eaux, dont une ferme d'élevage de serpents. Les autorités appellent à la vigilance après avoir annoncé que près de 900 reptiles s'étaient échappés. Certains d'entre eux sont venimeux, dont des cobras royaux, et savent très bien nager. C'est pour cela qu'il est difficile de les attraper rapidement. On compte déjà des victimes. Selon plusieurs médias locaux, des médecins ont déclaré avoir pris en charge des patients mordus par des serpents. La ville de Hangzhou a déjà pris des mesures en renforçant ses stocks d'antivenins. Les autorités ont aussi annoncé que d'autres animaux s'étaient échappés d'un zoo dont l'enclos a été endommagé par la tempête. Des autruches, des zèbres et des alpagas sont actuellement en liberté. La Chine doit encore rester en alerte. Elle se prépare à l'arrivée d'un autre typhon qui devrait toucher le territoire dans la nuit du 11 au 12 juillet. Le typhon Bavi sème le chaos en Asie, près de 2 millions d'évacués en Chine. Dans la nuit du 11 juillet, la tempête a touché terre dans l'est du pays, avec des vents allant jusqu'à 145 km/h. Plus de 1,7 million de personnes ont été évacuées dans la seule province du Zhejiang. Avant d'atteindre la Chine, Bavi avait déjà frappé Taïwan, provoquant la fuite de plus de 14 000 personnes et des coupures d'électricité pour 170 000 foyers. Le typhon devrait continuer sa route en perdant en intensité. ¡Marico! ¡Mi mamá, huevón! ¡Mi mamá! ¡Marico! ¡Marico! ¡Marico!
Il y a des habitants à côté, il y a des mamies, il y a des familles. C'est la première fois en 25 ans. J'ai jamais vu ça. J'ai ma famille qui habite là. Je connais tout le monde ici, pratiquement. Que des voisins, je les connais pratiquement tous. Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. C'était horrible, vraiment horrible. Il y avait des bonbonnes qui explosaient, des maisons en feu, des vitres qui volaient en éclats. J'ai eu une sacrée frayeur. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Ça s'est passé en un clin d'œil. Ce feu, c'était comme une Formule 1. En prenant la route vers ce village du sud de l'Espagne, cette caméraman fait la découverte de cette maison calcinée, comme soufflée par une explosion. Ne reste ici que ces quelques meubles recouverts d'une épaisse couche de suie et cette statue miraculeusement intacte. Tout autour de la bâtisse, un paysage noirci par les flammes, sans presque plus aucune trace de végétation. Regardez ici, tout est calciné. Et ces voitures qui ont fondu sous la puissance du feu. Dans le sud de l'Espagne, ce sont près de 6600 hectares qui ont été parcourus par l'incendie depuis ce jeudi. Cette nuit encore, un important dispositif de pompiers tentant d'éteindre le brasier, tant bien que mal. Au total, près de 1500 personnes ont dû être évacuées en urgence. Selon les autorités, au moins 12 personnes sont mortes depuis le début de l'incendie. Mais il faut encore attendre les autopsies pour établir un bilan définitif, d'autant qu'une vingtaine de personnes seraient portées disparues. D'autres ont également été blessées. Nous les voyons ici transportés par hélicoptère avant d'être pris en charge dans cet hôpital. Face à l'urgence, la solidarité s'organise, comme ici à Moyacar, dans le sud-est de l'Espagne, où cette salle a été aménagée pour abriter près de 300 personnes. Nous allons recevoir des lits de la Croix-Rouge qui seront montés par des bénévoles. Ce que je vois, c'est que malgré la tragédie, les gens gardent le sourire car il y a beaucoup d'entraide. Ça respire l'humanité ici. Ce matin encore, le feu était toujours actif, mais la situation connaît une évolution favorable selon les autorités, notamment grâce à de meilleures conditions météorologiques qui pourraient permettre aux pompiers de mieux lutter contre l'incendie. Ah, paling jalan. ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਗਲ ਗਈ Não.
Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Ce matin, une nouvelle Tesla a explosé en pleine rue. Une détonation phénoménale qui a semé la panique autour du véhicule et stoppé la circulation sur plusieurs centaines de mètres. Et ce n'est pas un cas isolé. Depuis le début de la canicule, les incidents se multiplient à une vitesse alarmante. Des véhicules électriques qui explosent pendant la charge, d'autres qui prennent feu garés en plein soleil, et maintenant des explosions qui surviennent en pleine route, le véhicule encore en mouvement. La chaleur extrême pousse les batteries lithium bien au-delà de leurs limites. Au-dessus d'une certaine température, la batterie s'emballe, les cellules entrent en réaction chimique incontrôlable, et le résultat peut être dévastateur en l'espace de quelques secondes. Des villes comme Paris, Lyon et Marseille ont déjà été frappées ces dernières semaines, mais le phénomène dépasse largement nos frontières. Aux abords de New York, les mêmes incidents se multiplient depuis l'arrivée des grosses chaleurs estivales. Les batteries actuelles ont été conçues pour des températures tempérées. Face à des canicules de plus en plus intenses et répétées chaque année, elles montrent leurs limites de façon brutale et spectaculaire. Pour vous, les voitures électriques sont-elles vraiment prêtes à affronter les extrêmes climatiques qui arrivent ? Oh non! Another one. Oh.
Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. L'urgence au Venezuela, l'urgence de sauver des vies, le double séisme qui a frappé le pays a fait au moins 1430 morts et plus de 50 000 disparus. Un jeune garçon de 11 ans a pu être extirpé des décombres. Moïse est resté enseveli plus de 72 heures. Le récit de Ndari Kaling Lopi. Un signe de vie, comme une lueur d'espoir au milieu des décombres. José, tu es là? Est-ce que ça va? Tu es à côté de l'armoire? Sous ces tas de gravats, un petit garçon miraculé, coincé depuis 72 heures après le double séisme qui a frappé le Venezuela. Les secours ont travaillé jour et nuit pour se frayer un chemin jusqu'à lui. José, 11 ans, a survécu à 3 mètres sous terre. La manière dont la structure s'est effondrée a permis de créer une poche d'air qui l'a abrité et il n'a subi aucune blessure. C'est une source de joie immense après tant d'heures de travail, tant d'années d'efforts, d'entraînement et de préparation. Protection civile, pompiers et volontaires s'épaulent pour dégager les débris dans la station balnéaire de la Guaira, zone particulièrement touchée par les secousses. Plus de 1400 personnes ont trouvé la mort et le dernier bilan fait état de plus de 50 000 disparus selon l'ONU. Leurs visages s'affichent sur ces écrans de Caracas. Des familles entières sans nouvelles vivent une attente effroyable. Ici, une gigantesque file de volontaires s'impatiente, car impossible de se rendre sur le terrain sans l'accord des autorités. Alors la gestion de la catastrophe fait polémique. Ils ne vous laissent pas passer si vous n'avez pas une autorisation, ce que je trouve un peu absurde. Nous avons du personnel médical qui revient et des conducteurs d'engins qui ont été refoulés parce qu'ils n'avaient pas de QR code. Depuis les séismes meurtriers, l'aide internationale monte en puissance. Des équipes venant de 17 pays y participent. On revient sur le tremblement de terre au Venezuela qui est survenu mercredi. Le bilan s'est encore alourdi. On parle désormais de 920 morts, soit 330 de plus qu'hier. Autre chiffre interpellant, celui des disparus, il serait 50 000. Quentin Warlop. Un miracle de plus au milieu des graves. Près de 3 jours après le double séisme qui a frappé le Venezuela, cet homme est sorti vivant des décombres. Est-ce que je pourrais seulement avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Creuser à la pelle ou à la main, déplacer des blocs de béton seul ou presque. Au Venezuela, c'est le royaume de la débrouille. Familles, voisins et bénévoles réclament désormais plus de moyens. Il y a encore des gens là-bas, nous avons besoin de matériel, il y a des gens, mais il n'y a pas de machine, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Le Venezuela manque de tout. Alors la colère monte quand la présidente par intérim improvise une visite sur le terrain. Vous faites campagne en pleine tragédie alors que les secouristes, ce sont nos enfants depuis 3 jours. Le désespoir grandit face à une aide limitée de la part des autorités. Les renforts étrangers arrivent alors que le bilan provisoire grimpe chaque jour. Il y a désormais au moins 920 morts et plus de 50 000 disparus. « 6 heures de travail acharné avant de parvenir à l'extraire vivant. Un garçon de 9 ans reçoit les soins d'urgence. Opération menée par des militaires mexicains dans l'état de la Guaira, au Venezuela. À Carabayeda, ville côtière au nord de la capitale Caracas, des hommes de la sécurité civile française sont à l'œuvre. Plus de 8 heures d'efforts intenses pour l'intégralité de nos groupes et des groupes américains. On a enfin réussi à sortir le jeune garçon et son papa. Donc on est très heureux et très contents.
La course contre la montre se poursuit, 4 jours après le double séisme qui a frappé le Venezuela. Ces images illustrent la violence de la catastrophe. Près de 800 immeubles touchés, près de 200 totalement effondrés, environ 50 000 disparus, estime l'ONU. Les autorités vénézuéliennes, elles, les chiffrent à quelques centaines. S'il vous plaît, le Venezuela a besoin de votre aide. De nombreuses personnes et familles sont encore sous les décombres. Les possibilités de retrouver des survivants s'amenuisent au fil des heures, soulignent les experts. Des familles de victimes sous pression, exaspérées par la passivité de certains militaires vénézuéliens. Pourquoi êtes-vous venu armé? Vous auriez dû venir avec une pelle, une pioche. D'autres sont tout aussi indignés. Ce sont nos familles qui sont là. Je veux retrouver mes enfants, vivants ou morts, mais je les veux avec moi. Ils ne vont pas les jeter dans une fosse commune. Ce ne sont pas des chiens, ce sont mes enfants. 1450 morts selon le dernier bilan provisoire ce lundi matin, dont la famille d'un footballeur argentin. Il avait lancé un appel pour retrouver sa femme et ses 2 enfants. Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. C'est merveilleux. C'est magnifique et c'est prophétique.